Ce soir, troisième atelier Bad Geek, les ateliers du mercredi soir dédiés au podcast. Donc les 2 dernières semaines, on a vu la phase de création, d'organisation, de préparation avec Nemo. Et ce soir, on va creuser tout ce qui est matériel et enregistrement. Alors je vous préviens tout de suite, on va pas parler de montage et des logiciels de montage. On va peut-être effleurer le sujet si l'occasion se présente. Mais tout ça, on en parlera on en parlera dans 2 semaines. Donc ce soir, matériel enregistrement. Et pour en parler, j'ai avec moi 2 experts, 2 cracks de la discipline, Blast, Aurine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Alors, avant de commencer, tout le monde vous connaît peut-être, mais il y en a peut-être qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Aurine par exemple, pour commencer? Oh bon, j'allais dire. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais, tout simplement? Alors, moi, dans le principe, donc, je suis un créateur de saga MP3, tout simplement. Et depuis quelques années, en fait, j'ai intégré l'équipe du podcast Les Sondiers avec mon compère, donc Blast, Oui. qui est présent aussi. Mais je fais aussi pas mal la sonorisation justement de Podren. Eh oui, tu fais partie de la famille maintenant. Depuis 2015. Il me semble Et que ouais, je fais ça va vite quand même, ça va vite. Et toi, Blast? Ouais. Blast, ça va? Qui es-tu? Présente-toi. Ouais, moi je suis passionné de son. C'est pas du tout mon métier, mais je suis passionné par le son et l'enregistrement d'une manière générale depuis quelque chose comme une vingtaine d'années. Et j'ai aussi, et je pratique aussi pas mal la fiction sonore autour du Netophonics. Et je suis aussi membre autoproclamé Technical Guru dans l'équipe du podcast Les Sondiers. Voilà, donc on peut parler son. Donc, ouais, matériel, enregistrement, vous maîtrisez. C'est pour ça que vous êtes là. Disons qu'on on est amateur, mais on a de l'expérience. Enfin, on a une certaine expérience. Alors, Blastorine, je vous présente le chat qui est là. Le chat, n'hésitez pas vous êtes avec nous, vous pouvez participer, vous posez vos questions. Je vois des têtes connues. Ah bah oui, je vois. Il y a des fans des sondiers dans le chat. On va essayer d'y répondre au mieux. Si on loupe votre question, ne vous inquiétez pas. On va garder une petite séquence à la fin pour voir toutes les questions qu'on aurait oubliées. Donc, de quoi on va parler ce soir? Eh ben, une grande partie de ce qui concerne toute la partie matériel et enregistrement de votre podcast. En 1 heure, on va effleurer le sujet. On va essayer d'être le plus complet possible, mais ça va pas être évident. Donc, comment ça va s'articuler? Eh ben, on va faire un petit tour. Je me suis dit qu'on allait faire un petit tour des configurations d'enregistrement possibles. Est-ce que j'enregistre seul, à plusieurs, physiquement autour d'une table ou à distance? Et pour chaque configuration d'enregistrement, la question centrale, ce sera de quel matériel on a besoin, à quoi doit-on penser, les erreurs à éviter, etc. Nos conseils, les précautions à prendre pour ne pas foirer son enregistrement, c'est important aussi. Donc, ça aide. Et ça aide, parce que des fois, on écoute et puis au final, on a un bruit de ventilo et on ne l'avait pas aperçu à l'enregistrement. Mais on va y reparler, ça. Donc, le programme, voici. Petit tour de configuration des enregistrements, petit tour du matériel nécessaire. Donc, on va parler carte son, on va parler micro, câble, etc. On va faire aussi quelques conseils sur l'achat de matériel, le budget, l'enregistrement, les méthodes d'enregistrement, l'environnement d'enregistrement aussi. Puis on terminera par quelques questions-réponses. Alors moi, en guise d'introduction, je vais vous lister quelques configurations d'enregistrement possibles. Et puis si vous avez, Blastorine, si vous voyez des choses à ajouter, vous n'hésitez pas à vous couper la parole. Mais moi, comment je le vois, c'est que la configuration d'enregistrement, ça dépend déjà du concept de l'émission, tout simplement, du nombre de participants, et aussi du budget, bien sûr, et aussi de la situation géographique, parce que si on a des personnes aux 4 coins de la France, on ne va pas enregistrer de la même façon que si on enregistre autour d'une table, tout simplement. Oui. Voilà. Donc, je me suis... Ouais, non? Oui, il y a aussi la notion de est-ce qu'on est... donc dans la partie devant votre PC, donc chez soi, et aussi en déplacement. Il y a un certain nombre de podcasts qui se font où on va chez les uns, chez les autres, faire des interviews, des choses comme ça, et ça nécessite un équipement peut-être un peu différent. Bah justement, comment j'ai délimité tout ça? J'ai listé les configurations où on est seul, et
les configurations, on est à plusieurs. Donc, ça va aller très vite parce qu'on va y revenir en détail. Seul, on peut enregistrer en extérieur. Par exemple, si on fait un reportage, un micro-trottoir, on peut en enregistrer en extérieur sans forcément avoir beaucoup de matériel. Ou les streetcasts, par exemple. Les streetcasts, par exemple, je pense aussi à Benjir qui fait son podcast avec son téléphone, tout simplement. Rien de plus. Ou une tablette, Il y a aussi une configuration où on peut être seul devant son PC, donc avec un micro, un logiciel d'enregistrement. On peut être seul devant son PC, mais à plusieurs via Internet. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce soir. Oui, par exemple. Après, voilà. Et des configurations où on est à plusieurs autour d'une table. Donc, j'en vois 2, moi, personnellement. Un micro au milieu de la table qui va capter tout ce qu'il y a autour. Et une configuration un peu plus complexe où on a un micro par personne, un casque, une carte son, etc. Ça vous va, ces délimitations? Vous voyez des choses à rajouter? Oui, ça tient la route. Bon, s'il y en a d'autres qui nous viennent à l'esprit, ça pourra venir. Mais oui, je crois que ça colle à peu près au genre de choses qu'on peut rencontrer. Et donc sur le chat, si vous en avez plus, vous n'hésitez pas. Alors on va revenir un peu plus en détail sur ces configurations-là. La première, c'est enregistrer en extérieur sans forcément beaucoup de matériel informatique. Si vous faites par exemple des reportages en extérieur ou des micro-trottoirs, alors est-ce que ça vous est déjà arrivé d'enregistrer en extérieur? Et si oui, comment ça se passe? Quel matériel vous pouvez conseiller? À quoi il faut faire attention? Blast? Alors en extérieur, quand on est vraiment en extérieur, à l'extérieur, la chose peut-être la plus importante à laquelle il faut penser, c'est de mettre une bonnette autour de son micro, quel que soit le micro, quel que soit l'appareil, quel que soit l'enregistreur qu'on utilise. Utiliser une bonnette, ça aide vraiment à la qualité du son. Et je parle vraiment de ces bonnettes à poil qu'on appelle un dead cat ou une Ricoh parfois. Le Ricoh, c'est la marque. C'est vraiment l'élément le plus important. Et là-dessus, évidemment, on peut décider selon le type d'enregistrement, et ça on va y venir, c'est d'enregistrer avec son smartphone, avec un enregistreur sur pile, sur batterie. Sur un ordinateur, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait trimballer l'ordinateur, c'est pas forcément idéal. Mais c'est essentiellement, avoir un enregistreur ou bien son smartphone avec éventuellement un micro associé. Et voilà, ce qu'on est en train de montrer là maintenant, des dead cats, des fourrures qui sont adaptées pour laisser passer le son, mais qui filtrent énormément le vent. Parce que la moindre brise, même un mouvement, même marcher dans la rue, qui n'aurait pas de vent, simplement le fait de marcher va provoquer un vent relatif qui va souffler dans les micros et c'est très très désagréable. Ça coûte combien une dead cat, par curiosité? Ça dépend. Ça peut coûter de quelques euros. Il y a des petits dead cats pour des micro-cravates qui coûtent 2, 3, 4 euros peut-être sur des sites marchands genre Alibaba ou Amazon. Ça peut coûter assez cher. Ça peut aller jusqu'à 50 euros et même plus encore parce que si on veut vraiment monter, quand on voit des reportages, et là on sort du cadre amateur, mais quand on voit des reportages où les dead cats sont carrément, le micro est à l'intérieur d'un système avec une fourrure autour, etc., on peut monter à assez cher. Mais pour des amateurs, c'est entre quelques euros et quelques dizaines d'euros grand maximum. Et justement, quand vous faisiez ces enregistrements en extérieur, avec quoi, quel matériel précisément? Un enregistreur, un téléphone, il y a pas mal d'options, j'imagine. Moi, aujourd'hui, on va dire que plus simple, de toute façon, avec le téléphone, ça marche très très bien aujourd'hui. Ouais. Surtout qu'on a des téléphones qui ont énormément progressé, surtout au niveau de la qualité du son. Oui, puis un téléphone, c'est fait pour ça. Un téléphone, c'est fait pour prendre de la voix et pour... C'est théoriquement fait pour l'envoyer par téléphone, mais il y a forcément un micro et comme tu as tout à fait raison, les micros sont de qualité de plus en plus élevée. Donc, ouais, ça marche très très bien. Et je crois que c'est possible aussi de brancher des micro-cravates. Est-ce que vous avez déjà essayé? Moi, j'ai jamais essayé. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Moi, je sais que j'utilise régulièrement. J'en ai en général. J'en ai toujours quelques-uns d'avance parce que après, je les mets dans des conditions parfois délicates. Mais j'utilise des petits micros pas chers, à 10 balles. Les Allemands, AGP-Tech fait ça. Et c'est le modèle AC02 d'AGP-Tech que j'aime bien, qui est un petit micro qui vaut une dizaine de balles et qui est compatible sur smartphone. On peut le brancher sur un smartphone, on se l'accroche à la cravate. On en trouve aussi avec... il faut chercher un petit peu pareil, sur Alibaba ou sur Amazon. Là, on en voit justement sur l'écran avec la bonnette en mousse et la bonnette à poil, plus les petits convertisseurs, des petites choses comme ça.
c'est parfait, ça marche très très bien. Pour prendre de la voix, on va évidemment pas prendre une trompette ou un saxophone avec, mais pour prendre de la voix, c'est juste nickel. Ça marche très très bien. Et il y a aussi, après, on peut aller sur la gamme au-dessus, tout ce qui est enregistreur. Je sais qu'il y a beaucoup dans... Le classique reste le H2N, j'imagine. Vous l'utilisez, vous, le H2N? H1N, H2N, oui, bien sûr, ça marche très très bien aussi. Ouais. Bon, le H2N qui coûte 150 €, il me semble, aux alentours de 150 €. Ouais, c'est de cet ordre-là. Le H1N vaut de l'ordre de 100, peut-être un peu moins, même un peu moins de 100 €. Ça a dû bien baisser quand même depuis. C'est la marque Zoom qui fait ça. Généralement, si vous enregistrez en extérieur, un enregistreur ou un téléphone, ça fera très très bien l'affaire. Juste des petits conseils, les piles, si vous avez un enregistreur, vérifiez toujours d'avoir un petit paquet de piles dans votre poche au cas où, et vérifiez bien d'avoir de la batterie avant d'enregistrer. Peut-être que ça vous évitera quelques bévues. Et aussi, oui, ce serait dommage. Oui. ouais, bon, ça arrive souvent. Et surtout, si vous avez un enregistreur, prévoyez une carte SD aussi. C'est tout bête, mais il faut prévoir une petite carte SD. Et prévoir qu'elle soit vidée avant de partir. Il y a toujours une petite routine à avoir quand on part faire un reportage ou quand on part faire une interview ou un truc comme ça. C'est nettoyer les cartes son, les cartes mémoire et les vider. Vérifier qu'on a de la batterie. Sur un H1N ou un H2N, je crois qu'on a 20 heures d'autonomie avec des batteries neuves, donc on n'a pas de souci, on n'est pas obligé de partir avec un sac derrière, mais batterie neuve avant de partir, carte nettoyée, on n'oublie pas effectivement les petits accessoires et on vérifie qu'ils fonctionnent avant de partir. Un petit casque ou une paire d'oreillettes, quelque chose comme ça, qui permettent ne serait-ce que, pas forcément pendant l'enregistrement, mais au moins de vérifier que les niveaux que l'on a réglés sont à peu près corrects. D'avoir un puis après, retour, on peut l'oublier. Oui, on n'est pas obligé de le porter en permanence parce que ça peut être perturbant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais avant le lancement du reportage, de l'interview, de ses propres, si c'est un streetcast, de ses propres pensées ou autres, on écoute et on vérifie que le son est correct. Et tu le disais un petit peu plus avant, on vérifie que on n'a pas un son qu'on perçoit pas là où on se trouve, mais là où se trouve le micro, on chope un truc qui vibre, une interférence, un machin qui déconne, et qui finirait par pourrir le truc. Donc on vérifie, puis après on peut l'oublier, normalement ce sera bon. Donc ça, c'était vraiment une petite étape à part. Enregistrer seul, en extérieur, ça pourra vous arriver pour certains, mais là on va arriver à quelque chose plus commun, ce qui est d'enregistrer devant son PC. Et à partir de là, ça va changer. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Par exemple, aujourd'hui, on enregistre seul devant notre PC. Là. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez comme matériel là tout de suite? Moi, j'ai 5 000 € de matériel. Mauvais exemple pour les débutants. Oui, très mauvais exemple, mais il n'est pas utile. Hein. C'est parce que juste je le possède, donc du coup, je m'en sers. Mais en gros, j'ai un micro branché dans un préampli, branché dans une carte son et dans mon ordinateur. Et ton micro, c'est quoi du coup? Là, c'est un Aston Spirit. Ouais. C'est un micro d'assez bonne qualité, plutôt pas donné. Et toi, Aurine, tu utilises quoi? Alors moi, j'utilise un Audio Technica. Un AT2020, c'est ça? La AT2035, le modèle un peu plus juste au-dessus, hein, c'est pas beaucoup plus cher. La T2020, la T2035, ils sont vraiment très très bien. Moi, en ce moment, c'est clair. Moi, en ce moment, j'utilise un Klimtalk, ce qui est un micro à 25 € que j'ai acheté parce que mon H2N déconne. Désolé à vous. Mais alors, justement, quand on enregistre seul devant son PC, moi, je vois deux possibilités et je sais pas trop faire. Je sais pas s'il y a vraiment d'avantage sur l'une ou l'autre. On peut avoir soit son micro USB, comme j'utilise maintenant, ou on peut avoir, comme vous avez, une carte son branchée en USB sur laquelle on branche un micro en XLR. Est-ce que globalement, vous conseillez une solution en particulier ou clairement pour du podcast qu'on va enregistrer de temps en temps, ça n'a pas beaucoup d'importance? Pour du podcast comme ça, on va dire qu'on fait de temps en temps, c'est juste un micro USB, ça suffit largement. D'accord. Pas besoin d'investir dans un micro, puis après une carte son, etc. Ça revient beaucoup trop cher si c'est de l'occasionnel. D'accord, ouais. J'irais même plus loin. Il y a des gens qui font des podcasts et qui les maintiennent et qui continuent avec un micro USB de bonne facture ont un très très bon son et n'ont absolument pas besoin de plus. Pour moi, la chose peut-être la plus importante, et c'est peut-être le défaut des micros USB,
c'est que la plupart des micros USB sont des micros dits statiques. C'est-à-dire que ce sont des micros à condensateur qui ont tendance à être très sensibles. C'est plus facile, quand on fait une interface USB, de driver un micro statique qu'un micro dit dynamique. Donc les micros dynamiques, c'est des micros dits de scène. Tu m'offres une transition rêvée parce que justement, moi je suis un podcasteur débutant. J'ai une question pour vous, j'ai besoin de vos lumières. Je suis un podcasteur débutant, je tape micro podcast sur Google, je tombe sur plein de choses. Micro dynamique, micro statique, omnidirectionnel, cardioïde, je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire tout ça. Déjà par exemple, la différence entre un micro dynamique et statique, à quoi ça correspond et comment ça va orienter mon choix d'achat? Tu as déjà commencé à y répondre, mais... alors, un micro dynamique, c'est le micro, entre guillemets, le plus simple. C'est vraiment une bobine, un aimant, une membrane, et la membrane vibre sur notre bouche, et ça génère un courant électrique qu'il va falloir amplifier, et ça devient notre signal sonore transmis sous forme d'électricité. Donc c'est vraiment basique, c'est très robuste, c'est très efficace, et surtout, c'est typiquement les micros qu'on rencontre sur scène quand on voit quelqu'un avec le micro de type glace à la vanille qui tient à la main et qui chante dedans. C'est typiquement des micros dynamiques. L'avantage du micro dynamique, surtout dans des univers, dans des environnements qui ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire qu'on va enregistrer dans son salon, dans sa chambre à coucher, dans sa cuisine, c'est qu'il y a du son ambiant, peut-être. Il y a des voitures qui passent dans la rue, il y a de l'eau dans les radiateurs qui circulent, il y a de la réverb, c'est-à-dire l'écho qui se trouve dans la pièce, du fait que la pièce elle a des murs, des plafonds, des choses qui résonnent. Cette pièce résonne. Le micro dynamique a tendance à être beaucoup plus sensible aux voix proches et aux sons proches et moins sensible aux sons lointains. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans un environnement bien maîtrisé, j'ai tendance à lui conseiller de plutôt être sur un micro dynamique et quelqu'un qui est dans un environnement un peu plus maîtrisé, avec moins de réverb, avec pas de son extérieur ou pas de bruit parasite. Le micro statique, c'est l'autre technologie. Il y en a d'autres, mais c'est l'autre grande technologie. C'est un micro qui est alimenté par du courant, par une petite source de courant, qui va faire en sorte qu'il est beaucoup plus sensible, beaucoup plus riche aussi. On va avoir une voix qui sera peut-être... qui va aller plus dans les aigus, alors qu'il y aura plus d'air, plus de choses comme ça, mais qui sera aussi très très sensible à la réverb et à tout ça. Donc, on pourrait avoir une voix plus belle, plus intéressante, mais c'est surtout pour la voix chantée que ça fait la différence. En studio, on utilise des micros statiques pour la voix chantée. Pour la voix parlée, franchement, ça fait pas une grande différence. La seule chose, c'est qu'en micro USB, il y a très peu de micros dynamiques USB. Donc, on est vite sur des micros statiques et donc il va falloir, en contrepartie, faire attention à son environnement pour pas trop avoir de bruit. En termes de prix, il y a beaucoup de différences entre ces deux types de micros. On reste... Il peut y en avoir une différence, mais après, pas tant que ça, parce qu'au final, on trouve ce genre de matériel, au final, on arrive à trouver des équivalents, même au niveau prix. Et même à pas cher, on arrive à trouver des trucs de bonne qualité. Des micros USB dynamiques. Alors il y a Rode qui en fait, mais ils sont relativement chers. Je crois qu'il y a le Rode Mic qui est relativement accessible. Et puis il y en a un autre, le Rodecaster, ou je ne sais plus les noms. Ils sont toujours des noms un peu bizarres. C'est le Rode entre les Procaster, les Rode Procraster, les Procrastineurs et compagnie. C'est bizarre. Mais donc j'arrive jamais à m'en souvenir. Donc il y en a un qui a l'air d'un tube qui ressemble à un RE20 qui est le micro-phare de studio, enfin un des micro-phares de studio. Celui-là est relativement cher, je crois qu'il est dans l'ordre de peut-être 200. Il a 200 balles, je ne sais plus. Ouais, 200 balles. Ouais, et puis il y a il y en a un plus petit. Voilà, donc ça ici on voit un micro qui a une forme de tube dans laquelle on parle par devant. Celui-là est dynamique et donc il est à la fois USB et dynamique normalement. Et il y en a un autre, le Podmic, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je suis plus sûr du tout, qui doit être de l'ordre de 100 balles et qui, a priori, il faut vérifier, serait dynamique aussi. D'accord. Et je sais qu'il y a d'autres marques qui sont en train d'y aller. Je crois que Zoom a annoncé qu'ils allaient sortir ou qu'ils ont sorti un micro de podcast
qui a priori serait dynamique. Mais je n'ai vu que les annonces et pas les spécifications, donc je pourrais pas en dire plus, mais qui serait assez bon marché aussi. Et justement, pour continuer très rapidement, je vois omnidirectionnel, je vois cardioïde, j'y connais rien. C'est quoi la différence et comment je choisis tout ça? Alors, en fait, quand on parle de cardioïde et tout ça, c'est comment le micro reçoit le son. En D'accord. fait, c'est par rapport à la capsule. Et en fait, le cardioïde, prend en fait principalement ce qui vient devant et un peu sur les côtés, mais très légèrement. Et après, t'as les omnidirectionnels, donc ils vont prendre vraiment de partout autour du micro. Ouais. Donc un omnidirectionnel, etc., etc. Ça peut être intéressant si on enregistre, si on pose un micro au milieu de la table et qui prend. Voilà, c'est ça. D'accord. Avec des limites, oui, ce serait un omnidirectionnel qu'on va utiliser. Par contre, pour parler et faire du podcast seul, on va plutôt préférer un cardioïde qui va se concentrer sur la personne qui parle dedans, tout simplement. Très bien. Mais ça me semblait important de faire cette petite parenthèse vocabulaire parce que tout à fait, oui. Même moi, quand j'ai débuté, j'y comprenais rien et j'étais perdu sur tous ces termes. Voilà, maintenant, on en sait un petit peu plus. Est-ce que vous avez des références, du coup, on en a un petit peu parlé, mais de micro USB? Je sais qu'il y a le H2N qui peut faire un très bon micro USB. Oui. Il y a le Blue Yeti qui marche très très bien, qui est un classique. Oui. Un peu cher, je trouve, quand même, le Blue Yeti. On est aux alentours de 130, 150 €, il me semble. Mm-hmm. Et je sais qu'il y a des versions mini, des plus petites versions autour de 100 €. Bref. Donc le Rode Procaster qui est à 175. Et alors, il y en a qui achètent aussi le Bird UM1. Je ne le connaissais pas, celui-là. Qui est pas très cher. Ah ouais, j'ai entendu parler, ouais, mais j'ai jamais testé. Alors le Bird, oui, c'est pour un statique, c'est celui que je conseillerais aujourd'hui plus que ce Thomann. Au niveau, surtout par rapport après, c'est au niveau de la bande de fréquence, hein, mais c'est vraiment tout léger. Et je pense que pour, on va dire, quelqu'un d'amateur qui fait pas trop attention, ça c'est pas forcément trop grave. Mais sinon, il reste très très bon pour la gamme de prix, quoi. Alors juste faites attention, il coûte 55 €. Je l'ai vu à 55 €, qui est pas très très cher, mais ça ne comprend pas le pied qui va avec. Oui, alors ces micros ont tendance à aussi. Celui-là est livré avec la suspension. Hein. Donc oui, ce sont des micros qui sont assez sensibles, donc du coup il faut absolument leur mettre une suspension. On le voit là sur l'image. Donc c'est une espèce de grille tout autour avec des élastiques qui permettent de faire en sorte que le micro est découplé de son pied de micro et donc de la table ou du sol sur lequel il est posé. Ça fait partie des règles. Mais il y a une chose aussi dont il faut tenir compte, après ça dépend de la complexité ou de l'évolution qu'on veut avoir, c'est que quand on commence à atteindre des micros USB qui commencent à monter en prix, quand on atteint 120, 130, 140, 150 €, on trouve d'autres solutions avec une carte son qui va peut-être valoir 50 ou 60 balles, un câble et un micro traditionnel, on va dire, un micro classique avec prise, je vais utiliser un gros mot, XLR, pour le même prix. Et qui sera peut-être plus évolutif, qui va permettre de faire plus de choses, qui va peut-être permettre d'envisager de faire des interviews avec 2 micros, des choses comme ça. Donc, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on veut faire évoluer son projet. Hein. Parce que parfois, le micro USB a l'avantage, c'est que c'est facile, on le branche, ça fonctionne. Il a l'inconvénient, c'est que quand on a utilisé un micro USB, hein, c'est un, c'est pas deux, c'est pas plusieurs autour de la table. Enfin, il y a des limites. On nous dit sur le chat pied ou bras de micro. Alors je pense que c'est à l'appréciation de chacun. Je sais pas. Je pense que si jamais on est vraiment seul devant son PC, un truc comme sans personne d'autre, un bras c'est peut-être plus adapté aujourd'hui plutôt qu'un pied, parce qu'il faut le poser, il faut savoir où le mettre, etc., etc. Alors que le bras, on le met sur le côté, on l'attache sur le côté, puis on le bouge comme on veut, quoi. Ouais. Moi, j'utilise un bras de micro, et avant j'avais un pied, de temps en temps. Enfin, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Mais à poste, chez moi, là, actuellement, j'utilise mon micro est posé sur un bras articulé. Oui. Une fois qu'on a son micro, il faut quand même s'enregistrer. Alors, on branche son micro. On lance par exemple Audacity, c'est une bonne solution pour s'enregistrer tout de suite d'un coup. Logiciel gratuit, puis avec ce logiciel, donc vous enregistrez votre voix. On va pas s'attarder là-dessus parce que c'est quelque chose qui sera au centre des ateliers à venir. Mais pour s'enregistrer, on peut globalement utiliser un peu n'importe quoi. Vous, c'est quoi vos préférences ? Alors,
quand on fait du podcast ensemble chez les sondiers, on se connecte, donc on est sur une autre configuration puisqu'on est ensemble différents. En fait, on est dans la même configuration que là ce soir, c'est-à-dire qu'on utilise Mumble et il y a un enregistreur intégré à Mumble. Quand je suis en solo, j'ai tendance à utiliser Reaper parce que c'est avec ça que je vais monter aussi et ça fonctionne très bien. Moi, c'est Audacity, Cubase. ça fonctionne. Cubase, oui, Cubase, Reaper, Studio One, tout ça, c'est des logiciels d'enregistrement et de montage. Donc, on fait les deux, on enregistre, puis après, on peut faire le montage, rajouter les jingles, mettre ce qu'on veut dessus, faire le nettoyage. Bah justement, nous, il y a aussi la configuration, on est seul devant notre PC, mais à plusieurs via Internet, donc on y arrive. Tu viens de parler de Mumble, justement. Est-ce que vous avez des conseils aussi de logiciels qui sont bien adaptés au podcast? Vous, par exemple, dans vos podcasts respectifs, vous utilisez tous Mumble, j'imagine. Pourquoi vous utilisez Mumble spécifiquement Alors, on utilise Mumble, c'est presque historique, c'est parce qu'on est issu de la fiction sonore et que la fiction sonore, il y avait une radio célèbrissime qui s'est arrêtée Ah oui. qui s'appelait Synops Live, Feu Synops Live, oui. et qui utilisait Mumble pour qu'on se connecte. Et donc, du coup, les sondiers faisant partie à l'origine, ayant démarré dans la radio Synops Live, on a adopté la même solution et elle fonctionne très très bien. Donc, du coup, on a continué à s'en servir. L'inconvénient de Mumble, c'est que ça fonctionne bien quand on a des membres résidents du podcast et on se réunit toutes les semaines ou tous les 15 jours, de manière régulière. L'inconvénient, c'est qu'il faut installer donc si c'est juste pour un client, ouais. Donc, si c'est juste pour une interview d'une personne en one-off, lui demander d'installer un client, c'est un peu dommage. Donc oui, vas-y. J'allais dire, sinon à côté de ça, aujourd'hui, il y a un truc qui est très simple et que quasiment tout le monde utilise, à part certains, c'est Discord. Ouais, qui aujourd'hui, dire ça, ouais. qui marche très très bien. Bon, par contre, pour l'enregistrement, faut passer par un bot en fait, Voilà, que tu rajoutes sur le serveur. On installe un bot sur le serveur, ouais. Juste c'est comme ça qu'on enregistre mon autre podcast, l'autre podcast auquel je participe, qui s'appelle Sky is the Limit. Je fais la pub pour ceux qui sont amateurs de whisky. Sky is the Limit du label Podcut. On utilise aussi Discord et on enregistre au travers de Discord. Mais justement, là, pour recontextualiser un petit peu, pour quelqu'un qui voudrait enregistrer à plusieurs via Internet et qui ne sait pas comment faire, donc il y aurait le choix de Mumble. Ce qu'il faut préciser, c'est que Mumble, ça nécessite un serveur, donc on peut le monter soi-même. Si on a un peu d'écho, on peut le louer, c'est pas très cher. Il y a des on peut même en trouver des gratuits. On peut même en trouver des serveurs gratuits. Donc c'est vrai que, comme tu l'as dit, le principal problème, c'est que c'est pas très user-friendly comme logiciel. Par contre, la qualité est excellente. Mais surtout, et là, justement, ça permet d'enregistrer en multipiste, ce qui peut être très intéressant. Par exemple, la différence entre monopiste et multipiste, pour les gens qui ne comprendraient pas l'intérêt d'enregistrer en telle ou telle configuration, ça va être quoi les avantages et les inconvénients du multipiste ou du monopiste? Alors, disons que l'avantage du multipiste par rapport au monopiste, c'est que là, toutes les voix sont enregistrées séparément, en fait, quel que soit, par exemple, dans cette configuration actuelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 pistes, la tienne, Pépé, celle de Blast et la mienne, qui seront séparées dans l'enregistrement. Ce qui fait que, du coup, si jamais on voudra retoucher les voix derrière, ajouter justement les compresseurs, etc., pour pour refaire un replay dessus, c'est pas un problème. Alors que pour, on va dire, en monopiste, là, ça sera l'enregistrement brut. Tout est rassemblé. Par exemple, s'il y a une personne qui tousse, on peut lui couper le micro après coup, au moment où la personne tousse, et donc du coup, si quelqu'un d'autre est en train de parler, ça s'entendra pas. Alors que si on a un monopiste, il y a quelqu'un qui tousse, ça va être gravé dans l'enregistreur et on va pas pouvoir l'effacer. Voilà, c'est pas toujours très grave, mais parfois ça peut être utile de faire un petit peu de nettoyage. Le multipiste, ça va permettre d'avoir un peu plus de confort et de latitude au montage, un petit peu plus de confort. Mais plus de travail. Parce que si on prend un monopiste et qu'on n'a pas le choix, on prend l'enregistrement tel qu'il est, on peut éventuellement couper une digression ou une erreur ou rajouter un jingle ou un truc comme ça, mais on va pas retraiter individuellement une voix par rapport à une autre. Ce sera toujours l'ensemble. Si une personne est un peu trop faible ou parle pendant un certain temps trop loin de son micro, on va pas pouvoir la remonter spécifiquement. Il va falloir travailler sur l'ensemble qu'on a enregistré. C'était aussi un petit point vocabulaire, mais ça peut être intéressant de l'expliquer pour des gens qui ne comprendraient pas. Bon, on parlait de Discord, justement.
un Discord, contrairement à Mumble, c'est gratuit, même si on peut trouver des serveurs Mumble gratuits. Et donc, tu parlais d'un bot à installer, ça s'appelle Craig, qui permet d'enregistrer directement en multipiste. Mais je vous avoue que, je ne sais pas si vous avez déjà pu utiliser Discord, j'ai un problème avec Discord, c'est que quand on est nombreux sur un chat vocal et que tout le monde parle l'un au-dessus de l'autre, le son commence à patiner, à laguer sévère. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette observation. Alors, nous, ce qu'on a tendance à faire, je parle vraiment d'expérience par rapport au podcast Sky is the Limit, c'est qu'on enregistre chez nous chacun notre piste voix et on enregistre aussi le Discord qui permet d'avoir, si ça s'est bien passé, on a l'enregistrement Discord, ça marche très très bien, et si ça s'est pas bien passé, si ça lag, etc., on utilise l'enregistrement Discord comme référence et puis on cale toutes les pistes, donc chacun enregistre chez soi. Alors il y a aussi d'autres logiciels, il me semble, il y a Zencastr, j'ai jamais vraiment utilisé, mais je crois que c'est payant. Il y a une option payante. Ouais, il y a des limites, enfin c'est... ça existe. C'est une plutôt solution. Un service web où tout le monde se connecte et qui lance l'enregistrement. Par contre, si quelqu'un se déconnecte, apparemment la piste est perdue. Je suis pas sûr, mais ce qui est possible, oui, parce qu'il est possible que je crois que l'intérêt de Zencastr et je parle sous le contrôle de toute personne qui connaît un peu mieux, c'est que l'enregistrement se fait sur le PC ou sur l'ordinateur, et il est transféré. Donc il y a les gens qui sont connectés entendent une voix peut-être un peu dégradée pour qu'elle aille très vite, pour qu'on n'ait pas de lag. L'enregistrement, il est fait sur le PC et il est envoyé en tâche de fond, peut-être plus lentement, peut-être avec quelques secondes de décalage, mais de meilleure qualité par derrière, quoi. Et donc, du coup, Zencastr serait, lui, capable de reconstituer la conversation de bonne qualité, tout en ayant permis une interaction plus rapide, peut-être avec une qualité inférieure, mais suffisante pour tenir la conversation sans lag. Et si je ne me trompe pas, ce serait la valeur ajoutée essentielle de ce genre de service. Sinon, vous pouvez... En cas de doute, vous pouvez aussi enregistrer avec Skype. Je ne sais pas si ça s'utilise encore beaucoup, Skype. Le son. Alors Skype, je ne le recommande pas. Voilà. C'est clair. Il y a trop de problèmes avec Skype. Skype, je ne le recommande pas, même si désormais Skype est quand même de plus en plus stable. Ouais. Mais je ne le recommande pas parce que, surtout, on n'a pas le contrôle du niveau de volume. Skype reprend régulièrement la main. Donc, si pendant un temps, on est loin de son micro et on ne dit rien, ou s'il perçoit qu'il y a un petit bruit de fond, il va monter notre piste voix, alors que ce n'était pas le moment qu'on avait envie de le faire. Donc, j'aime pas Skype. Après, c'est l'avantage et les inconvénients, c'est que le son n'est pas très bon, je trouve. Mais beaucoup de monde a un compte Skype, c'est plus user-friendly, plus facile à prendre en main. Voilà, c'est avantage et inconvénient. Moi, je déconseille parce que j'ai l'habitude, mais c'est vrai que pour des personnes qui débutent, ça peut être une bonne façon de commencer. On va passer aux enregistrements autour d'une table. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va peut-être passer assez rapidement sur le fait d'avoir un micro au milieu de la table. Moi, ça m'est déjà arrivé d'enregistrer de cette manière. Vous, peut-être aussi ? Non. Ouais. Non. Vous recommandez pas pour s'amuser, mais pas pour faire pas pour un vrai produit fini. Pour commencer, ça peut très bien faire l'affaire. Moi, j'ai commencé comme ça. Le son n'est pas exceptionnel. Il faut faire attention à ce que les voix soient bien réparties autour du micro. J'ai envie de dire, si jamais tu as un petit H2N, le H2N fait très bien le taf à ce niveau-là, quoi. La disposition des capsules est vraiment bien faite parce qu'il y a des capsules avant et arrière. Donc, on pose vraiment au milieu de la table et il n'y a vraiment pas de souci, ça marche très très bien. Après, là, faire vraiment un podcast, on va dire, vraiment fini, propre, ça, c'est limite. Complètement, c'est très limite. Le gros inconvénient, c'est la reverb, parce qu'on est relativement loin du micro. Là, actuellement, je parle à une dizaine de centimètres du micro. Je pense que vous êtes à peu près à la même distance. Oui. Et ça, c'est une distance à peu près idéale. C'est l'équivalent d'un point à peu près entre sa bouche et le micro. Là, si on a le micro au milieu de la table, il va être à 50-60 centimètres. Et c'est beaucoup plus sensible. Du coup, si on n'a pas du tout de réverb, je l'ai fait une fois chez des amis qui étaient dans un chalet en bois qui ne réverbérait pas du tout. Et on était chacun de part et d'autre d'une table et ça marchait bien. C'était pas désagréable. Dès qu'on a un petit peu de résonance, si on a des murs nus, des grandes fenêtres, des choses comme ça, la reverb va être vite audible et c'est très vite fatigant. Je connais quelques podcasts québécois qui ont tendance à travailler de cette manière-là et c'est vite fatigant, très honnêtement. À écouter en tant qu'auditeur, c'est...
Et on en a parlé juste avant, ça a l'inconvénient du monopiste aussi, parce que vous allez tous enregistrer sur une seule piste. Si une personne est plus loin du micro, sa voix sera plus faible, et à partir de là, bon courage pour essayer de rattraper tout ça. Et si jamais il y a un bruit parasite qui arrive en plein milieu de l'enregistrement... Et ça risque d'arriver, parce que si le micro est au milieu de la table, on va taper sur la table, on va tapoter, on va poser des verres, des choses comme ça, et tout ça, ça va remonter dans le micro. Et comme en plus, ce sera plus proche que nos bouches, le moindre bruit de verre, de tout ce qui va être autour de la table, le moindre tapotis sur la table, va être plus audible que nos voix. Et ça, c'est très très vite désagréable. Donc, ça peut servir comme dépannage si on n'a vraiment pas le choix, mais je ne monterai pas de manière permanente un podcast autour de ça. Quand on commence, ça suffit, mais c'est suffisant, mais on y voit tout de suite les limites très rapidement, ne serait-ce que... Ça peut servir à piloter un concept, mais pas comme solution technique finale. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est un petit peu l'option la plus complexe, la plus coûteuse, on ne va pas se le cacher. Chacun son micro, chacun son casque, la carte son, etc. Donc je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est probablement l'option la plus confortable. Si on enregistre à plusieurs autour d'une table, ça donne un meilleur son. Alors concrètement, si par exemple je veux enregistrer autour d'une table avec 4 personnes, de quoi ai-je besoin? Et aussi dans un second temps, on y reviendra, mais qu'est-ce que vous proposez comme référence de matériel Il te faut de l'argent. Voilà. Oui. Par exemple là, mais mine de rien, c'est vrai que c'est un peu plus coûteux. Faut pas se le cacher. Il faut prendre ça en compte. Mais par exemple, là, je vais enregistrer autour d'une table avec 4 personnes. Concrètement, là, tout de suite, j'ai besoin de quoi? Une carte son avec 4 entrées. Voilà. Tout simplement. Ou un enregistreur avec 4 entrées. Voilà. Ou un enregistreur avec 4 entrées, oui. 4 micros. 4 micros, 4 câbles, 4 casques. Un ampli casque avec plusieurs sorties, ou une carte son qui a plusieurs sorties pour que chacun puisse s'entendre. Mais au moins, pas forcément tout le monde, mais qu'au moins l'animateur principal ou l'animatrice principale puisse entendre, parce que là, ça va être vraiment important pour pouvoir faire des signes et dire rapproche-toi du micro, il va falloir monitorer ce qui se passe. Donc, minimum 4 micros, une carte son ou un enregistreur avec 4 entrées, au moins un casque, les câbles, des pieds de table a priori, donc des petits pieds de micro qui se posent sur la table. Et puis, quelques centaines d'euros. Hein. On va vite être à 4 ou 500 balles. Oui, ça pour une solution complète. Si vous avez la chance de pouvoir diviser les frais, faites-le. Mais en fait, je pense que ce qui coûte plus cher aussi, c'est le nombre de personnes qu'il y a autour de la table. Si vous faites un petit podcast à 2, vous avez besoin d'une petite carte son, vous avez déjà un PC normalement, deux micros, 2 pieds. À 2, vous pouvez vous en sortir. Par contre, une carte son, ça fait, comme je dis, ça peut faire 60 ou 80 balles. Avec 2 entrées, 2 câbles, ça vaut 10 balles. 2 micros, nous, on utilise, on recommande tous, parce que il suffit d'écouter les sondiers. L'animateur principal, Knarf, enregistre dans un ProDype TT1, ça vaut 40 balles. Et la qualité est extraordinaire. Donc voilà, ProDype TT1, ça on le recommande à tout le monde. Et si jamais t'as vraiment pas les moyens, quoi, tu as des micros que je conseille parce que j'ai pu les tester, que j'en ai d'ailleurs. C'est le set T-Bone MB60. C'est 3 micros dynamiques, t'en as pour à peine 30 balles. C'est ça. Ouais, c'est ça, et ça marche super bien. Franchement, j'étais hyper surpris du son que ça a. Je crois que Behringer aussi fait des jeux de 3 micros avec 3 pinces aussi pour une trentaine de balles, c'est une autre option. Mais sinon, il y a effectivement des micros pour 10, 15, 20 balles, pas trop cher. Les T-Bone, oui, effectivement, sont pas mal du tout. Franchement, je les ai. C'est ce que j'avais appris pour le duel, en fait, pour faire. Je crois que c'était l'année dernière pour faire octo gauche et tout ça, et ça marchait, mais. Super bien, quoi. C'était impressionnant. C'est des bons petits micros, pas chers, dynamiques, donc du coup, qui répondent au cahier des charges dont on avait parlé. Il faut donc effectivement rajouter 3 câbles, un enregistreur. Donc là, on est, tu dis une trentaine d'euros, 3 câbles, pas forcément des câbles très longs ou très chers. Bon, on est à 5-6 balles ou entre 5 et 15 balles de câbles. Une petite carte son. Alors, à 2 entrées, ça vaut pas cher. À 3 entrées, ça n'existe pas. À 4 entrées, c'est vite quand même. T'as la Behringer qui a 111 balles. Comme ça. C'est ça le problème. Alors... T'as raison, oui, la 404 HD. C'est ça, effectivement, 4 entrées. En fait, globalement, plus il va y avoir d'entrées, plus ça va vous coûter cher. Bien sûr. Faut pas se le cacher. Bien sûr, oui. Ça, c'est clair. C'est un des critères, de toute façon, qui va conditionner l'achat de votre carte son. Si vous êtes 5
dans votre podcast, il vous faudra au minimum une carte son qui fera 6 entrées, du coup. Et ça peut montrer. Je sais pas si ça existe 6 entrées. Il y en a, 8, mais c'est souvent ça- 4 ou 8. Oui, ouais. Alors, on a parlé des micros, on y reviendra juste pour quelques détails, mais au niveau des cartes son, des enregistreurs, moi, par exemple, celle que j'utilise, c'est la Zoom RCS, c'est un classique, on va pas se le cacher. Ouais, un peu vieillot quand même. Ça- C'est bien ça quand commence. on en a une. C'est un peu vieillot, je suis d'accord. C'est bien quand on en a une. Faut pas la changer si on en a une Ah parce que ça C'est fait le clair. taf. Moi, ça me Mais aujourd'hui, bien, je parfait. recommanderais pas d'en acheter une. Ah ouais. Ok. Non, Quand tu c'est vois aujourd- la live track, Aurine, Oui. tu peux parler de ta live track, c'est le jour Ah. et la nuit. Hein. Ah non, mais la L12, elle est formidable. Hein. Elle fait. C'est la dirais même presque marque. qu'elle C'est fait le aussi café, quoi. Zoom qui fait ça. Mais pour ceux qui sinon il y a la L8 justement pour ceux C'est qui ça. ont justement 6 micros et Ouais, je crois l'avantage que de la c'est L8 6 micros, c'est plus pour Bluetooth, non oui, Non, il y a ou une plus entrée pour une connexion téléphone. c'est ça, la Je sais Ah connexion oui, d'accord, on téléphone peut faire des qui est inserts. très pratique justement pour faire du podcast. Pour intégrer une personne dans le podcast qui serait allé pour interroger une personne en extérieur, Oui. donc être essentiellement autour de la table et interviewer une personne à l'extérieur, ça peut faire le taf. Le taf, c'est pas mal. C'est clair. En fait, tout l'appel téléphonique passe par la Zoom L8 et du coup c'est super sympa. On appelle avec son smartphone et puis on intègre dans la carte son. Donc ça, c'est des solutions. C'est la version moderne. Donc la L8, la L12 et même la L20 qui a je sais plus 16 entrées ou un truc comme ça. Ce sont les versions modernes de la série R16 et R24. Alors, pour vous montrer, j'imagine que Mais c'est effectivement, la R16 fonctionne très très bien. Tant qu'on en a une, il ne faut pas l'acheter. Oui. Mais je ne recommanderais pas d'en acheter une. ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah moi, si tu veux, j'en suis très content, hein, bien sûr, mais je l'ai prise parce que il fallait déjà de quoi me faire brancher au moins 4, 5, 6 micros. Mais Ouais. surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est la possibilité de pouvoir enregistrer sur une carte SD parce que j'ai un PC qui est assez nul. Faut Ouais. l'avouer. Ah oui. Je prends pas le risque de la brancher en USB pour que ça me claque au milieu d'un enregistrement. Les live tracks aussi permettent d'enregistrer sur carte SD. Ça m'intéresse. Les live tracks, c'est des vraies tables de mixage aujourd'hui. Hein. Sur la gamme de prix, on est à combien sur les live tracks? Alors la L8, elle est à 350 balles à peu près. Donc le prix d'une R16, en gros. Ouais, c'est ça. Mais la L12, elle est à 500 balles. Ouais, quand même. Ça monte quand même vachement plus cher. Mais l'avantage, on va dire, des live tracks, c'est qu'on n'a pas besoin du PC, en fait. Elle marche vraiment en standalone au cas où. D'ailleurs, ça nous avait bien servi à Podren, ça. oui, je me souviens. Il y a alors il y a la Rolls de ce genre de solution avec un maximum de 4 personnes autour du plateau, plus une connexion supplémentaire. Si on veut interviewer quelqu'un à distance, c'est la Rodecaster Pro de chez Rode. Moi j'en ai une, c'est une petite merveille avec des pads pour lancer des jingles, avec une connexion, avec aussi enregistrement sur carte SD, mais on peut aussi brancher un PC pour aller chercher des sons sur YouTube ou ailleurs à intégrer dans son, si on veut présenter quelque chose avec donc la possibilité d'avoir le Bluetooth et la connexion TRRS, donc une connexion smartphone, plus encore les 4 micros avec des effets intégré dans l'appareil. C'est vraiment une très très belle machine, mais on est 500 et quelques balles. Effectivement. Donc c'est un peu plus cher et c'est limité malheureusement uniquement à 4 micros sur le plateau, ce qui est déjà pas mal, hein, très honnêtement, à part quand on est l'entrepode, avoir plus que 4 personnes autour de la table, c'est vite compliqué à gérer. Hein. Oui. Justement, moi, je parlais avec quelqu'un qui dirige une radio rennaise et qui ont acheté des Rode Procaster. Et c'est vrai que maintenant, il me disait que pour aller faire un plateau à l'extérieur, ils n'avaient plus besoin d'emmener un camion de matériel. Un Rode Procaster, 2-3 micros, les câbles qui vont avec, et ils pouvaient, avec un ordinateur, faire un duplex assez facilement. Ça a un peu changé. Ouais, ça marche vraiment super bien. Mais même si avec les sorties casque intégrées, donc chacun a sa sortie casque et son niveau de volume. Ouais, c'est une petite merveille, hein, mais elle est chère. Elle est chère, ouais. Et pour revenir à des considérations un peu plus terre à terre au niveau des débutants qui n'ont pas forcément de budget, qu'est-ce que vous conseilleriez quelle gamme de matériel vous conseilleriez pour commencer au niveau des cartes son ou des enregistreurs, hein? On n'a pas parlé des enregistreurs, mais c'est possible aussi.
Carte son, la Behringer 400. Donc, si on veut 4 entrées, la 404 HD, elle est vraiment très très bien. Elle a un niveau. En fait, Behringer a racheté Midas. Midas, c'est une marque très très réputée de préampli et de consoles qui existent depuis très très longtemps. Et donc, a intégré ces préamplis de très très bonne qualité dans leurs appareils les plus récents, pas les plus anciens, mais la série Euphoria 404. HD par exemple, enfin la série HD de chez Euphoria, elle est très très bien et elle est très très bon marché. On peut aller jusqu'à 8 entrées plus encore des connecteurs supplémentaires, mais celle-là, la UMC 404 HD, elle est tout à fait bon marché. On est à 111 balles, c'est incroyable. Ouais, elle est vraiment pas chère quoi, parce que ça c'est vraiment très très bien. Donc c'est à brancher en USB, bien sûr. Et qui se branche en USB sur son ordinateur, bien sûr. Donc là, c'est une carte son, donc ça se branche sur l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui enregistre en multipiste. Si on met un logiciel multipiste, on enregistre en multipiste, donc ça c'est très très bien. En enregistreur, moi, donc si c'est pour pouvoir être à la fois nomade, monter un petit plateau facilement, c'est ce qu'on fait par exemple quand je suis avec les sondiers et qu'on est en déplacement et qu'on veut monter un petit plateau de débrief de notre journée, ce qu'on fait quand on va en salon par exemple le soir de retour à l'hôtel ou dans l'appartement qu'on a loué. J'utilise mon Zoom H6. H6, ouais. Qui a 4 entrées en natif plus 2 entrées supplémentaires en option, qui me permet de brancher mes micros, de mettre un petit ampli casque et puis on se moniteur et on s'enregistre avec ça. Ça marche très très bien aussi. Sinon, la série qui est peut-être un peu plus complexe mais aussi plus complète, les live tracks tels que Orin possède, qui sont vraiment super pour monter un plateau. Mais on va pas se le cacher, il faut quand même mettre un petit peu d'argent. C'est une des conditions. Dès qu'on commence à monter, oui, il faut mettre de l'argent, ça c'est sûr. 2 personnes, on va être vite à 200 balles. 4 personnes, on va être vite à entre 400 et 600 balles, quoi. Il faut compter presque 100 balles par personne, quoi. Dès que tu commences à monter, tu comptes 100 balles à peu près, quoi. Donc, si jamais tu penses vraiment te dire, bon, je vais faire un podcast, on va être au minimum tant de personnes, mais ça peut monter en fonction des invités, etc., etc. Faut se définir un budget, se dire, tiens, voilà, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour commencer, quoi. Si jamais je suis tout seul, bon, un petit micro, pas cher, ça suffira. Si jamais on commence à vouloir faire des trucs un peu en live avec plusieurs personnes, là, faut penser à son budget, à se dire, bon, là, je vais peut-être mettre un petit peu plus cher, mais là, au moins, je serai un peu plus tranquille. Et puis, ça dépend aussi du niveau de technique que l'on a. Avec un peu d'expérience, avec du matériel vraiment de récup, de ci, de ça, etc. Si on sait poser un micro correctement, faire un bon placement, si on sait régler correctement un gain, etc. Avec du matériel extrêmement modeste, donc pour beaucoup moins cher finalement, on peut s'en sortir. Mais par contre, si on n'a pas l'expérience, on a quand même 80% de chances de se planter. Donc c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que si on est débutant, on peut trouver du matériel tout à fait correct, tout à fait raisonnable. Et je parle vraiment de sortir quelque chose dont on n'a absolument pas à rougir pour effectivement 100 de balles par personne. Ça fera le travail. Si on est débrouillard et qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut tirer sur les prises, débrouiller avec des micro-cravates, avec des machins de ci, de ça, des adaptateurs ou des bricolages ou des connexions. Il faut comprendre comment ça marche. Enfin, là, il va falloir bidouiller. Parfois, on est obligé de le faire quand on est justement sur un endroit où on se dit « Ah merde, j'ai ça qui marche pas, qui est tombé en panne, ou j'ai oublié tel appareil à la maison. Comment je vais faire ?» Quand on a un peu d'expérience, on arrive à se débrouiller. Mais ça peut être chaud, quoi. Pour terminer sur le tour du matériel, là, par exemple, sur mon blog perso, qui n'est visité par personne, mais j'avais fait un petit post où il y a le matériel que j'ai, qui peut donner une idée. Je vois, Zoom R16, micro ProDype TT1. Qui est excellent. Merci à les sondiers d'avoir conseillé ce micro, d'ailleurs, sur une des vidéos que j'avais vues. Et ProDype, c'est français, monsieur, c'est français. Oui, et c'est pas cher, franchement. 40 et c'est vraiment pas cher, non, c'est très très bien. Ils font de très très bons micros. Mais là où je veux attirer l'attention au niveau du budget, c'est que, alors, premier poste de dépense, on pense à la carte son, on pense au micro, etc. Mais il y a quand même
plein de petites choses qu'il faut Des rajouter petites choses, derrière. On ne Ouais, dirait bien pas comme sûr. ça, mais ça fait un peu plus gonfler la facture parce qu'il faut quand même. Donc, les boîtiers de retour, ce que vous voyez, un boîtier de retour, c'est ça qui permet de vous écouter en retour. Il faut peut-être en acheter un ou deux, donc peut-être Un petit 50 ampli euros. casque, des choses comme ça. Ouais. Ouais, un petit 50 euros de plus si on en achète deux. Tout ce qui est des bons adaptateurs jack, des câbles, des pinces de micro si on n'en a pas. Un petit casque, on est entre 20 et 120 balles Voilà. selon ce qu'on veut mettre, même plus si on veut, mais là actuellement j'utilise un casque qui vaut 120 balles. Moi, je suis sur un casque à Ouais, 20 euros pareil. parce que voilà. Mais voilà, il faut y penser au niveau du budget, c'est que euh, Des câbles, on a une dizaine de balles de câbles, par exemple, des petits convertisseurs, des petites choses comme ça. On a vite un petit peu de matériel en plus, quoi. Une petite carte son, évidemment. Une carte, je vais pas le dire, une carte SD, on est vite à 10, 15, 20 balles. Donc, ça pèse assez vite dans le budget. Toutes ces petites choses-là, faut en tenir compte. donc principalement une carte son autour d'une table, il faut principalement une carte son, les micros, les câbles, pour résumer un petit peu. Ouais. Alors, et carte puis- son, on n'a pas compté dans le budget l'ordinateur. On part du Oui, je principe pars qu'on du en principe possède que un. tout le monde a un ordinateur. Ouais. Voilà. Mais justement, j'aimerais pas qu'on passe à une dernière partie pour tout ça. C'est quelques conseils qu'on va donner globalement aux personnes, notamment sur les achats et le budget. Alors, avant d'acheter, renseignez-vous. Je pense que c'est une des conditions, un Ouais. des conseils les plus limpides qu'on puisse faire. Ouais. Est-ce que Ouais. vous avez des ressources ou des endroits du web où il est possible d'avoir des conseils ou à qui demander, par exemple, si on a des questions, Bad Geek. par exemple. Mais Bad Geek, les sondiers, Tu peux faire ta pub, Podcastéo, comment Bah, il s'appelle, les alliés du numérique les alliés aussi. numériques, et puis l'association des alliés numériques. important aussi, lisez les avis. Si vous êtes sur Thomann, sur Audio Fanzine, vous avez souvent des avis très, très éclairés. Oui, alors faut faire attention avec ces avis, non pas Mhm. qu'ils soient mauvais, mais c'est beaucoup de gens qui utilisent ce genre de matériel sont des musiciens et des Oui, musiciennes. Et donc leurs besoins sont pas forcément les mêmes que ceux qui veulent faire simplement de la voix parlée. Donc il faut en prendre et en laisser, et c'est peut-être plus intéressant justement d'aller sur Bad Geek, sur les alliés numériques, sur Podcastéo, aller voir les sondiers, aller demander auprès de podcasteurs, parce qu'en général, quand on a envie de faire du podcast, on en écoute. Parce qu'il a fallu découvrir le média, aller voir directement les gens qui produisent les podcasts qu'on écoute et leur poser la question sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook. Ils seront de bons conseils. Peut-être même de meilleurs conseils que les avis Thomann ou Audio Fanzine. on parlait justement du prix du matériel. Un des moyens d'alléger la note, ça peut être de regarder du côté du marché de l'occasion. Est-ce que vous achetez en occasion? Ça vous arrive? J'ai eu acheté, mais je fais plus. Ouais, tu le Ouais, faisais. pareil. Non, je l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose que je ne fais pas vraiment parce que on ne sait jamais vraiment ce que le matériel a subi. Bien sûr. Et voilà, il peut y avoir pas mal de problèmes à cause de ça. Par exemple, pour moi, pour vous donner mon expérience, sur le Bon Coin, je cherchais ProDive TT1. Voilà, parce qu'il me fallait des nouveaux ProDive TT1. Et j'ai trouvé quelqu'un qui en vendait plusieurs. C'était un musicos qui faisait un peu de vide chez lui. Je les ai trouvés à 25 € pièce au lieu de 40 € pièce en magasin classique, avec environ 5 € de frais de port. Donc ça m'a coûté 55 € au lieu de 90 €. Donc j'ai presque divisé la note par deux pour deux micros. C'est un bon plan. Donc essayez de regarder quand même. Si vous n'êtes pas sûr, n'achetez pas, mais ça peut être sympa d'avoir. Oui, ça peut. J'ai acheté des micros d'occasion Oui, bien sûr. et dans la plupart des cas, le matériel était de très bonne facture. J'ai eu peut-être un ou deux cas, mais sur des dizaines et des dizaines d'achats. Au début, j'ai acheté pas mal d'occasion. Donc, dans l'ensemble, je suis pas mécontent de mes achats d'occasion. Mais bon, faut connaître un petit peu, puis il faut tomber dessus. Il faut effectivement tomber sur la bonne occasion. Ça peut arriver. Petit conseil que je voudrais donner aussi, c'est que si vous n'avez pas 500 € ou X centaines d'euros à mettre au début, vous pouvez commencer, il n'y a pas de souci. La qualité du son, c'est vrai que c'est important pour l'écoute, le confort d'écoute, mais on ne va pas vous en vouloir si le son n'est pas optimal quand vous commencez. Hein. Vous allez vous améliorer, vous allez acheter un peu de matériel. Vous pouvez compenser la faiblesse du matériel aussi si vous prenez le temps de faire un peu plus de montage, de vérifier de savoir comment on traite les voix, comment on enlève les bruits de fond, comment on pose un gate. Ça, c'est des choses que vous verrez dans les ateliers à venir. Mais c'est pour un peu dédramatiser le côté la facture qui augmente très rapidement. Ouais. Ce qu'il faut là aussi, c'est enregistrer un pilote
par Pas exemple. forcément le vrai de vrai. Alors, enregistrer un pilote, c'est un double intérêt, parce qu'il y a, d'une part, valider son concept, s'assurer qu'on a de quoi parler, etc. Et aussi valider la partie technique. Donc, si on enregistre un vrai pilote, il sera pas fait pour être diffusé. Mais par contre, le diffuser auprès de gens qui font du podcast et de gens techniques. C'est pas compliqué de venir me voir et de me dire, tiens, j'ai enregistré ça, est-ce que tu veux pas écouter, me dire ce que tu en penses? Comment est-ce que je peux, en post-production, améliorer les choses, ou quelle erreur j'ai fait à l'enregistrement? Parfois, j'enregistre un truc et je dis, t'étais à 25 cm de ton micro et c'était trop loin. Et dire, ah oui, effectivement, ben voilà, parce que j'ai l'oreille et que je peux te dire, c'est comme ça que je le ressens. Et donc donner 2-3 conseils pour améliorer les choses et éventuellement sauver certains trucs en post-production. On a aussi accès à des logiciels plus l'écoute, l'expérience, etc. qui peuvent parfois sauver une prise de son un petit peu pourrie. Puis derrière, on s'améliore. Donc, faut pas hésiter à enregistrer un pilote. Pas forcément le publier parce que ça peut faire fuir des auditeurs. Très honnêtement, un enregistrement très moche, c'est pas forcément une très bonne idée. Mais le garder pour soi et le distribuer auprès de gens qui ont de l'expérience et qui vont dire, là avec ça, je peux te faire quelque chose, ou là ton truc, il faut que tu retravailles, que tu fasses un deuxième pilote en ayant amélioré ci et ça. Pas forcément avec du matériel, enfin en augmentant le budget. Parfois, il faudra le faire, mais dans la plupart des cas, simplement en modifiant la prise de son. Ce qui est important aussi, c'est on en a parlé un petit peu avant, on va terminer avec les conseils. Si vous avez des questions sur le chat, on va faire quelques questions-réponses, n'hésitez pas à commencer. Mais au niveau de l'environnement d'enregistrement, vous en parliez de toute façon juste avant, qu'est-ce qu'on doit savoir pour éviter les mauvaises surprises quand, par exemple, je termine mon enregistrement et puis qu'est-ce qu'on doit savoir pour éviter les mauvaises surprises tout simplement quand on termine l'enregistrement et qu'on découvre que finalement il y a un petit son qui... Monitorer. Alors monitorer, c'est-à-dire écouter au casque. Au moins une personne écoute avec un casque pour vérifier que ça se passe bien. Au niveau de les pièces où on enregistre, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de l'environnement, l'écho, Il faut etc. taper, le plus simple, c'est de taper sèchement dans les mains et d'écouter. Ça, je savais pas. Si on entend la réverb comme dans un gymnase, c'est mort. Si on a un bruit relativement mat, si on a un son sec, relativement mat, ça peut le faire. Si c'est sec, si le son s'éteint aussitôt qu'on l'a produit en claquant sèchement dans les mains, c'est pas mal. On peut essayer, ça devrait fonctionner. Il y a de bonnes chances que ça fonctionne. Si l'enregistrement final comporte de l'écho ou de la réverbération, c'est mort. Pour l'enlever, très très laid. Et pour l'enlever, c'est très compliqué. Bon, il n'y a pas de baguette magique pour l'instant. Il y a des solutions, mais tu mets trop de farine dans un gâteau, comment tu retires la farine? C'est vrai. Et dans la mesure du possible aussi, tout ce qui est les bruits parasites aux alentours, il faut faire attention. Parce que souvent, c'est des bruits, ils sont autour de vous, vous en rendez pas forcément compte, mais il y a la climatisation, il y a le frigo qui rumine un petit peu, le ventilateur. Le téléphone qui n'est pas mis en mode avion et qui fait bidip, 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 bidip dans l'enregistreur. Voilà. Les fenêtres ouvertes, des fois, on s'en rend pas compte. Fenêtres ouvertes, on a oublié, ça arrive. Moi, par exemple, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait enregistré sans monitorer, justement, et le H2N à côté du PC, quasiment au niveau du ventilateur. Donc, c'est là où, normalement, quand on monitore, quand on monitore, il faut vraiment se mettre dans le mode je suis en train d'écouter. Peut-être on fait quelques secondes de silence et on écoute ce silence pour vérifier qu'on a un son à peu près... qu'il n'y a pas grand-chose qui passe dedans. Enfin, s'il y a un très très léger bruit de fond, ça va. Mais, par contraste avec la voix directe qui va être enregistrée. Mais si on entend effectivement les voitures qui passent derrière, il va falloir fermer la fenêtre ou faire quelque chose. Tout ça sont des petites choses. C'est pour ça qu'en général, on conseille de ne pas enregistrer dans une cuisine parce qu'il y a plein de raisons. D'abord, ça résonne. Il y a des surfaces carrelées. Il y a le frigo qu'on va avoir. Donc, soit on va oublier de le couper, soit on le coupe et on va oublier de le rallumer après le podcast. Donc, c'est une catastrophe aussi. L'autre truc typique et pour des gens qui font, c'est peut-être plus pour des gens qui font du streaming de jeux vidéo, mais pour des podcasteurs, ça peut se jouer aussi. Les claviers de PC, genre clavier mécanique, font un boucan du diable. Parfois même la souris fait aussi clic-clic et c'est très 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 audible. Mais les claviers mécaniques, ça c'est souvent, on entend la personne parle et puis on entend parce qu'elle est en train de chercher justement un truc, une référence sur Internet. Et c'est une catastrophe. Donc ça, il faut y faire très très gaffe.
Donc, généralement, si vous enregistrez et qu'au final, vous avez un petit bruit de fond, si vous augmentez le volume de votre voix, vous allez augmenter le bruit de fond aussi. Et à partir de là, c'est compliqué. On peut essayer de faire un peu de suppression de bruit au montage, mais c'est jamais un petit parfait. peu nettoyer. Ce sera jamais parfait. Hein. Voilà. Juste aussi, petit conseil qui vaut ce qu'il vaut, mais si vous enregistrez via Internet, mettez-vous en Ethernet. C'est possible, pour avoir une connexion stable. C'est tout bête, mais on y pense pas. Connexion filaire, y a des conseils aussi qui disent Je lis dans les conseils clavier, mastication, cigarette électronique. Ah ouais, le bruit de la cigarette électronique, vapote, on entend beaucoup. C'est un grand classique. Y a des personnes qui conseillent de faire un petit silence de 5 à 10 secondes avant. C'est un bon conseil pour vous ? Oui, parce que d'une part, ça permet à ce moment-là justement, si on a le casque sur les oreilles, d'écouter. Ça permet aussi d'enregistrer un silence, en tout cas la partie silencieuse, et de l'utiliser comme empreinte pour un petit peu nettoyer le son. Alors, ce ne sera pas parfait, mais effectivement, si on a un petit bruit de fond, on va pouvoir l'utiliser comme empreinte pour la passer en négatif sur le reste de l'enregistrement. Ça peut être bien. Et puis, ça permet de se concentrer pour un petit peu rentrer en soi-même pour pouvoir faire une belle émission. Une belle émission, une belle animation. Pendant l'enregistrement aussi, et avant d'enregistrer, quelques petits conseils. Faites un test son. Voilà, comme ça, vous réécoutez votre voix, vous voyez que... Fait des niveaux, il y a des niveaux qui vont pas, ou des petits bruits de masse, ou un câble qui fait un peu de bruit de masse. On évite les gros une alimentation qui déconne et qui génère un bruit de fond important, des choses comme ça. Toujours avoir un petit retour casque, comme on l'a dit. Et parce que j'ai déjà discuté avec quelqu'un qui enregistrait sans un casque de retour, et résultat, l'enregistrement déconnait un petit peu parce qu'il y avait des faux contacts de câbles et lui, il pouvait pas s'en apercevoir en enregistrement vu qu'il n'avait pas son casque. Voilà, dommage. Après, c'est quand on n'est pas habitué de s'entendre, surtout en retour, c'est très pénible. C'est très perturbant, oui. Alors, une des choses que je fais, moi, en général, c'est que je libère une oreille. On n'est pas obligé d'avoir le casque sur les deux oreilles. Je pose le casque sur une oreille, puis l'autre, je la détache un petit peu comme un DJ a tendance à avoir une oreille libre et une oreille sur laquelle on pose le casque. C'est un peu moins perturbant pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Du coup, ils s'entendent un peu plus en voix directe plutôt qu'en voix de retour, qui peut être très étrange. Et un grand classique aussi, je le dis, parce que ça nous est tous arrivé, l'épisode maudit, comme on l'appelle. Vérifiez que vous avez bien lancé l'enregistrement. Une fois, deux fois, trois fois, faites-vous un post-it. Ça va vous arriver. Ça va arriver forcément. Même quand on est confirmé, ça arrive des fois de se dire merde, j'ai oublié l'enregistrement. Alors que c'est parti depuis 10 minutes. D'ailleurs, il faut pas hésiter à lancer l'enregistrement le plus tôt possible. C'est pas grave, on recoupe. Ou au pire, au moment des balances, on a lancé l'enregistrement. Dès qu'on arrive, moi je le fais quand je vais faire une interview en extérieur, que je vais chez quelqu'un, je lance l'enregistrement avant même de frapper à la porte. Donc du coup, je vais avoir l'enregistrement du dire bonjour, de prendre un café, etc. avant de démarrer le truc. Ça peut servir ça peut servir pour le pré-générique ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. Mais ça sert surtout à dire, je suis certain que j'ai pas oublié. Parce qu'au moment où on va dire OK, on lance l'enregistrement, on peut couper, redémarrer si on veut faciliter le montage par la suite. Mais on y a pensé parce que si on a oublié, au moins l'enregistrement il tourne. Ça, c'est un grand classique. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé aussi. Donc, on lance l'enregistrement le plus tôt possible. Dès qu'on y pense, faut le faire. Comme ça, on a pu à y penser. Sans vouloir décourager les débutants qui nous écoutent, on espère que ça vous arrivera pas, mais ça va vous arriver. Non, mais ça va vous arriver, c'est certain. Alors, l'autre chose importante, peut-être aussi, surtout pour les débutants, c'est que si vous faites de l'interview, par exemple, vous avez un podcast dont le concept c'est d'aller voir des gens différents, et que vous avez une personne importante en tête, cette personne va vous accepter dans votre interview et vous l'aurez une fois. Prenez de la bouteille avant de l'enregistrer. Faites 3-4 enregistrements avec d'autres personnes, y compris avec votre mère ou avec votre père, et que ce soit un enregistrement que vous n'allez pas utiliser pour travailler, pour pratiquer. Il n'y a pas un métier où on ne va pas à l'école, où on ne va pas en stage, où on ne fait pas des trucs. On a l'impression que faire du podcast, on va simplement acheter du matériel, et puis que d'un seul coup, on va s'improviser sondier, intervieweur, technicien, et après monteur et tout ce qui va derrière. Non. Pratiquer, faire des petits essais, des petits exercices, aller au bout de l'exercice, aller même jusqu'au bout du montage, y compris éventuellement se préparer à la diffusion plus tard et ne pas le diffuser, c'est pas grave. Et puis,
comme ça, on a la bouteille nécessaire pour que quand on va aller être face à la personne qu'on a vraiment en tête, qu'on avait à cœur, qui était la personne qui nous a inspiré à faire ce podcast, et ben qu'on soit beaucoup plus à l'aise sur les questions, qu'on soit beaucoup plus à l'aise sur la technique, qu'on aille beaucoup plus vite pour la mise en place et donc qu'on ne la lasse pas, qu'on ne l'agace pas sur la mise en place, et on fera une belle interview. C'est pas arrivé dès le premier ou deuxième épisode avec la personne qu'on rêve d'avoir et on foire le truc parce que on n'a pas bien branché le truc, parce qu'on a voulu aller trop vite, parce qu'on n'était pas à l'aise. Donc, pratiquez avant. Dernier petit conseil, parce que je l'ai appris à mes dépens, mettez une nappe sur votre table. Une nappe, même peut-être 2 nappes, une nappe bien épaisse, parce que les mains baladeuses qui tapent sur la table, pareil, repérez la personne que vous allez interviewer, si c'est une personne qui porte des colliers, des boucles d'oreilles, des choses comme ça, ou des bijoux qui peuvent teinter, de leur demander gentiment de les retirer pour l'interview, surtout si c'est avec un micro-cravate, parce que ça va faire ding 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 sur le micro-cravate. Pareil pour 2 choses, les personnes, par exemple, si vous faites un enregistrement à distance et que la personne utilise un kit main libre et qu'il a une barbe, attention, parce que le frottement de la barbe, lui, il n'entend pas, mais ça vous pète votre interview parce que vous entendez ça pendant 1 heure. Et deuxième chose... D'où toujours cet intérêt de monitorer. Hein. Mais bon, le truc, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que parfois... monitorer tout en étant en même temps la personne qui doit poser les questions, les préparer dans sa tête, écouter les réponses pour pouvoir rebondir, etc. Plus surveiller les niveaux, ça commence à faire beaucoup de choses. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne interview. Donc moi, j'ai tendance à dire, on s'assure qu'à l'enregistrement, on est bon, que les niveaux sont bons, que la technique est bonne, qu'on a lancé l'enregistreur. Et après, on s'en détache un petit peu pour se concentrer sur l'interview quand on est le seul à la fois technicien et intervieweur. Donc, monitorer, oui, bien sûr, mais faut pas être tout le temps en train de se dire est-ce que mon son il est bon. Donc, plus on va travailler ces choses en amont, de dire ah tiens, est-ce que tu veux pas retirer ton collier parce que ça risque de teinter dans le micro, ou est-ce que ou poser une nappe comme tu le dis sur un bulle-gomme, une double nappe bien épaisse sur la table, ça va baisser les bruits de fond de manière extraordinaire. Et tu parlais de monitorer aussi. Petite chose qu'on fait assez naturellement quand on débute, c'est que quand on est à plusieurs autour d'une table, on a tendance à regarder la personne à qui on parle, donc on ne parle pas dans le micro. Voilà, c'est une petite chose qu'il faut prendre en compte. Il faut tourner autour du micro en gardant la bouche, la même distance bouche-micro, voilà, et pas tourner la tête, et donc du coup avoir la tête à 90 degrés ou 90 degrés pour les Belges et les Suisses. Et ça, c'est des choses que vous allez apprendre sur le tas aussi. Ah ouais, c'est clair, c'est avec l'expérience, oui. Le conseil que je pourrais donner, c'est que ayez du temps pour faire quelques erreurs. C'est comme ça que vous allez apprendre aussi. Voilà. Ouais, faut pratiquer. Voilà, faut se forger ses propres stages et surtout aller demander conseil. Donc enregistrer un truc et dire voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et là maintenant j'ai ce truc-là. Est-ce que c'est sauvable ou est-ce que justement ça servait d'exercice? On va le ranger précieusement dans mes premières gamelles et on fera mieux la prochaine fois. Pour terminer, parce qu'on a déjà pas mal parlé, est-ce que vous avez des choses, des conseils à prodiguer en plus? Vous voyez des choses qu'on pourrait rajouter? Faites du podcast, n'hésitez pas. Faut pas que ça vous arrête. On peut pas parler encore plus de matériel parce qu'on en a déjà assez parlé. Vous aurez les références de toute façon dans le PDF qui arrive. Juste une dernière question, si vous avez des ressources à donner aux auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient savoir un peu plus sur le matériel, je crois qu'on en a un peu parlé, mais qu'est-ce que vous conseillez vraiment? Est-ce que par exemple les sondiers, c'est quelque chose qui serait adapté pour des personnes qui débutent? Oui, on a un Discord, il suffit d'aller sur le Discord des sondiers. On fait aussi des vidéos de temps en temps, mais en tout cas sur toutes les vidéos sur YouTube de la chaîne Les Sondiers, il y a le lien vers le Discord, et il suffit de venir au Discord, et on a une section spécialisée podcast qui est très très bien. Je pense aussi à Podcastéo qui a un Discord avec des sections techniques où on peut poser toutes les questions sur le matériel, sur les logiciels, sur les manières de faire. Pour moi, c'est déjà deux belles références pour parler podcast et parler enregistrement. Et aussi, je vous conseille les vidéos des sondiers, justement, c'était Métro Boulot Home Studio. Home Studio, oui, d'Asmod, qui est un des membres de l'équipe des sondiers. Qui sont très sympas, notamment pour en savoir plus sur les micros. Ouais, par exemple, oui. Très bien. On a fait un bon tour de la question quand même. Alors, on aurait pu aller
plus en détail, mais bon, on n'a pas jusqu'à minuit quand même. Je vais quand même vous lâcher. On- Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, à prendre contact avec moi sur Twitter, @péremptoire ou BadGeek éventuellement. Blastorine, merci d'être passé. Merci C'est de un nous plaisir, avoir toujours. gratifié Y a pas de votre souci. expertise. Où est-ce qu'on vous retrouve rapidement, Blast? Oh, Twitter, Blastanco, BLASTANDCO. Et toi, Aurine? Alors moi, c'est sur Twitter, @romorin. Si vous avez des questions, les dernières questions, c'est le moment hein, sur le chat. On pourra peut-être y répondre. On va essayer d'une manière ou d'une autre de se voir à Podren, on sait jamais. Ah ouais, bien Ce sûr. serait bien, sûr. Même si avec la situation sanitaire, c'est loin d'être évident. 3-4 avril, je le rappelle. Mais bon. La suite du programme, ce sera quoi? Eh ben, si je dis pas de bêtises, donc pas d'atelier la semaine prochaine, on va reprendre le 4 novembre avec un atelier qui est consacré au logiciel de montage. Ce sera Reaper, hein, le chouchou Reaper, le excellent Reaper. Depuis que je suis passé sur Reaper, c'est incroyable, mon monde a changé. Les suivants, ce sera GarageBand, on parlera un petit peu d'Audacity quand même. Écoutez, si vous n'avez pas de questions sur le chat, on va peut-être vous laisser. Il y a quelqu'un qui a dit des boîtes à œufs et je dis non. Ah, justement, les boîtes à œufs sur les murs. Jamais. Jamais. Non. Alors les boîtes à œufs, c'est très très dangereux parce que ça s'enflamme très facilement et ça sert strictement à rien parce que dans les studios, on a l'impression de voir ces mousses en forme de boîte à œufs, mais c'est des mousses très très denses et les boîtes à œufs, c'est très léger. Et donc, pour casser le son, il faut quelque chose de lourd et d'élastique et pas une boîte à œufs. Donc, surtout pas de boîte à œufs. En plus, c'est très très laid et on passe pour un débile à utiliser ce genre de choses. Donc, non, il n'y a que votre bof qui utilise des boîtes à œufs sur les murs et il vit très dangereusement. Eh ben, c'est exactement sur ces paroles qu'on va se quitter. Voilà, je pense que c'est parfait. Merci à tous de nous avoir suivis hein, pour ce petit atelier. On vous fait des bisous. On vous dit bonne soirée et à la prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. Merci, au revoir tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Salut.